Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, une conversation géopolitique avec Leslie Varenne, journaliste, spécialiste depuis 20 ans de l'Afrique et notamment de la bande sahélienne. Elle vient d'écrire un livre remarquable, Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite, donc consacré au rapport entre Emmanuel Macron et les États du Sahel. Et c'est un livre paru aux excellentes éditions Max Milo. Bonjour Leslie Varenne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Omerta. Ma première question sera de savoir quel est l'héritage dont Emmanuel Macron perçoit les dividendes ou plutôt les dettes quand il arrive au pouvoir en 2017, quand il est élu président de la République. Quel est cet héritage sahélien qui lui a été laissé par François Hollande? C'est effectivement des dettes, c'est un héritage empoisonné. Hollande lui a légué une situation sécuritaire absolument catastrophique. La guerre qui était au départ cantonnée dans le nord du Mali depuis 2014-2015 s'est étendue au Burkina Faso, s'est étendue au Niger. Donc les djihadistes sont de plus en plus nombreux. Les outils que Hollande lui a légués non plus ne fonctionnent pas. On s'aperçoit en 2017, l'opération française militaire Barkhane est déjà ensablée. Donc on est déjà dans une situation catastrophique, mais on n'est pas encore dans une situation dont on ne sait pas comment on va pouvoir sortir. Il y a encore peut-être des portes à ouvrir. Mais c'est une situation quand même bien délétère. Alors après, lui, quand il arrive, il reprend les mêmes outils et il reprend la même stratégie. Il ne change pas du tout tous les outils il change pas les outils qui n'avaient pas fonctionné. Il ne réfléchit pas à ce que la guerre contre le terrorisme veut dire. Il arrive dès son investiture et il se drape dans le costume du chef des armées en pensant que son énergie, son intelligence, sa pensée complexe va pouvoir renverser la vapeur. Alors, nous parlons là d'États que vous venez de citer, donc les États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, voire le Tchad. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ces États sont tous aux mains de juntes militaires, que quand on allume la télévision locale, on voit des bérets, des uniformes. Pourquoi cette bande en particulier, cette bande sahélienne en Afrique, les États de cette bande sahélienne, sont-ils tous plus ou moins aujourd'hui dans les mains de juntes militaires, de soldats? Alors, il faut un peu différencier le Tchad du Mali, Burkina, Niger, parce qu'il est confronté à d'autres menaces. Et il y a eu, il a d'autres raisons, il y a d'autres ressorts, etc. Donc le Tchad, on ne peut pas le mettre dans ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel, puisque maintenant ces trois pays se sont réunis dans une alliance. Écoutez, je pense que c'est les conséquences de la lutte contre le terrorisme qui engendre toujours des États faillis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous menez une lutte contre le terrorisme qui ne fonctionne pas, où les gens n'arrivent pas à pacifier leur pays, à régler la crise sécuritaire, vous engendrez forcément des crises politiques. Donc les populations qui voyaient leur pays partir à volo et qui ont vu leur pays s'enfoncer dans la crise, ont accepté les coups d'État. Ont accepté en se disant peut-être que les militaires arriveront là où les politiques traditionnelles n'ont pas réussi à nous mener. Donc je pense que c'est une conséquence directe. On dit souvent que les guerres contre le terrorisme mènent à des États faillis, mais je pense que c'est une conséquence directe des guerres contre le terrorisme qui n'ont jamais marché et qui n'ont produit que des effets contre-productifs. Maintenant, ces gens sont au pouvoir. Est-ce qu'elles font mieux que les précédents présidents? C'est une autre chose et c'est pas sûr. Mais encore une fois, on ne peut pas essentialiser toutes ces juntes parce que chaque pays
à sa situation propre. Mais si on regarde, par exemple, sur le Mali, la situation est vraiment délétère encore. La situation sécuritaire, même alors que la junte est au pouvoir depuis 2020, on est en 2024, elle n'a pas réussi à régler la situation sécuritaire. Cela dit, elle a mis dehors Barkhane, elle a mis dehors l'opération de la MINUSMA, elle a rompu avec le G5 Sahel, elle a Takuba, l'opération européenne, a été obligée de partir. Et finalement, c'est pas mieux, mais sans tout ça, c'est pas tellement plus mal non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, l'armée française, dans un premier temps, a eu des résultats, mais sur le long terme, elle n'a pas produit plus de sécurité pour les habitants que celles qui connaissent plutôt l'insécurité qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais oui, si vous voulez, l'armée française a produit des résultats sur un temps très court. C'était l'opération Serval, il s'agissait de récupérer du territoire. Ça, les militaires savent faire, etc. Mais après, quand vous êtes vraiment dans une guerre asymétrique sur un territoire qui est immense, il faudrait, pour pacifier tout le pays, il faudrait mettre combien? 80 000 hommes pour tenir les territoires. Alors, il y avait 2500 soldats français, c'était pas tenable. Les djihadistes sont partout, ils sont dans les villages, ils sont disséminés partout. Il y avait les djihadistes, et de l'autre côté, c'est souvent le cas des États faibles, l'État avait laissé prospérer dans son propre camp différentes milices. Et est-ce que une des faillites de l'opération française, au plan politique, n'a pas été de ne pas réussir à convaincre l'État malien de produire de la puissance étatique et finalement que le pouvoir malien a continué à laisser prospérer dans son propre camp des milices qui n'étaient pas beaucoup plus sécurisantes pour la population que celles des djihadistes. Alors la question des milices, c'est une vraie question. Et je pense, pour ma part, je considère que c'est la question centrale dans cette guerre au Sahel. Encore une fois, la guerre contre le terrorisme favorise les milices. Donc déjà, on est mal parti en faisant cette guerre-là. Mais les États, alors on parle des États avant les coups d'État, on parle d'Ibrahim Boubacar Keïta ou de Roch Marc Christian Kaboré, parce que le Niger a très peu utilisé les milices. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de décès au Niger, si on regarde les chiffres. Mais sur le Mali comme le Burkina, qu'ont fait les États? Ils ont créé des milices pour faire ce que eux ne peuvent pas faire au regard du droit humanitaire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de djihadistes, mais pas que, qui sont de l'ethnie Peul. On va créer une milice ethnique qui va aller combattre les Peuls. Mais sauf que ces milices combattent les civils Peuls. Elles ne combattent pas forcément les djihadistes. Elles peuvent combattre de temps en temps les djihadistes, c'est compliqué, mais elles combattent des civils. Donc, à partir du moment où des civils sont massacrés, pour se venger, ces civils vont rejoindre les groupes djihadistes. Donc c'est un vivier de recrutement énorme. Ils vont rejoindre les groupes djihadistes aussi pour se sécuriser, pour sécuriser leur... Et là, on est rentré, avec la création des milices, on est rentré dans un cercle vicieux absolument épouvantable, qui a fait une montée à partir de l'année 2018. Ça commence 2018. 2018-2019, on est monté à un niveau de violence qui a été absolument dantesque. On a par exemple le massacre de Yirgou au Burkina Faso, c'est janvier 2019, 1er janvier 2019. Yirgou, on imagine mal, mais c'est 210 morts d'un coup qui a été... c'est 210 personnes massacrées par la milice Kogloego du Burkina Faso, qui avait été bien instrumentalisé en sous-main par Roch Kaboré. Voilà. Et ça crée des tensions, ça crée des niveaux de violence et ça crée une spirale infernale dont après on ne peut plus sortir. Et là, l'erreur de la France, je pense, je l'ai écrit d'ailleurs il y a longtemps, c'est de ne pas avoir conditionné son aide à l'arrêt des milices. Parce que tant que les milices massacraient des populations civiles,
On ne pouvait pas sortir de ce cercle infernal. Et les milices, alors au Mali, beaucoup moins, puisqu'en ce moment, il y a Wagner et l'armée malienne, les FAMA. Mais au Burkina Faso, avec le nouveau président Ibrahim Traoré, ces milices, alors on n'appelle plus ça Coglo-Ego, on appelle ça volontaires pour la défense de la patrie, ont pris un essor considérable. Il a énormément recruté de volontaires de défense pour la patrie qui commettent des massacres, mais presque quotidiennement. Et là, le pays va à volo. On ne sait même pas combien de temps reste-t-il avant que ce pays s'effondre. Alors, on a l'impression qu'une des grandes idées d'Emmanuel Macron a été d'essayer d'internationaliser le conflit du côté occidental en faisant appel soit aux autres pays européens, soit à l'OTAN, et avec, je pense, une double idée qui était une question budgétaire, et l'autre qui était de ne pas apparaître comme l'ex-puissance coloniale qui gérait militairement ces anciens territoires. Alors, quelle tournure a pris cette tentation de faire entrer de nouveaux acteurs sur la scène militaire sahélienne? Alors, depuis le début, la France avait ce souci, et ça c'est depuis 2013, depuis le début de l'opération Serval, avait toujours ce souci de ne pas rester au Sahel, de ne pas se lancer dans une guerre qui dure. Sauf qu'elle n'a jamais trouvé la porte de sortie. Elle n'a jamais pu sortir parce que la situation sécuritaire ne lui permettait pas de le faire. Donc, quand Emmanuel Macron arrive, il crée avec Le Drian la force G5 Sahel. C'était un projet qui était dans les cartons. Il crée la force G5 Sahel en pensant que le G5 Sahel, donc c'est les 5 pays du Sahel, Mauritanie, Burkina, Niger, Tchad, allait pouvoir remplacer l'opération française. Et on voit bien que ça ne marche pas, le G5 Sahel ne fonctionne pas, il ne peut pas mener cette opération-là. Et ensuite, Emmanuel Macron, qui dès le début a eu l'idée de faire rentrer l'Union européenne au Sahel, crée cette opération de force spéciale européenne dans la même idée, c'est-à-dire ne pas être seul ici comme une ancienne colonie, essayer de partager ce poids et aussi, autant que faire se peut, parce que quand Takuba se crée, l'opération est déjà mal engagée, essayer de partager un peu les dividendes de la défaite. Sauf que cette opération Takuba, cette opération européenne ne va pas fonctionner et qu'on va mettre très longtemps à la mettre en place. Les Européens ne sont pas du tout solidaires. L'Allemagne ne veut surtout pas y aller. Elle n'a pas du tout envie de partager les dividendes de la défaite avec la France. Elle n'a pas du tout envie non plus d'être sous leadership français. Ça, ce serait inconvenant pour l'Allemagne. Donc, il y a très peu de pays qui participent. On va avoir une dizaine de pays sur les 27. Ils mettent très peu d'hommes. Je crois qu'on arrive à 400 forces spéciales. Et au fond, cette coalition ne marchera jamais. Et elle sera obligée d'être démantelée presque avant d'avoir... Je crois qu'ils ont accompagné les soldats maliens 2 ou 3 fois au combat, pas plus. Et elle sera démantelée parce que la France sera obligée de partir en février 2022 du Mali. Alors, il faut quand même parler un peu de la personnalité d'Emmanuel Macron parce qu'il est le sujet de votre livre. En quoi sa personnalité a pu jouer sur ses relations avec les différents chefs d'État de cette zone et en quoi peut-il porter personnellement, au-delà des lignes de force françaises déjà amorcées sous François Hollande, une part dans ce recul voire cette débâcle de la France au Sahel? Je pense que la personnalité d'Emmanuel Macron a fâché aussi bien les chefs d'État que les populations. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec les chefs d'État comme avec les populations, comme si la France arriver à pacifier ce territoire, comme si la France n'était pas en échec. Donc il s'est présenté
comme le président d'une puissance indispensable et que voilà, on réussissait à ramener la paix. Il s'est permis des ingérences dans les affaires intérieures, il s'est permis des injonctions vis-à-vis des présidents. Et si la France avait réussi à ramener la paix sur ces territoires, peut-être que ces comportements-là seraient passés, bien que les opinions publiques ne supportent plus qu'on leur parle de cette manière-là. Mais non seulement il s'adressait aux présidents comme aux populations de manière autoritaire, mais en plus, on n'avait pas de résultats sur le terrain. Donc, tout ça a porté le rejet de la politique française à des sommets stratosphériques. Alors, une des lignes de défense des cercles de pouvoir en France a été notamment de dénoncer des ingérences étrangères. Qu'en est-il vraiment ? On a parlé bien sûr des Russes, on a parlé des sociétés militaires privées comme Wagner. Est-ce que ces puissances, ces troupes ont joué contre la France ou est-ce qu'elles se sont engouffrées dans le vide laissé par notre départ ? Elles arrivent dans les failles. Les ingérences étrangères, et on le voit bien, c'est la même chose en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'il y a des ingérences étrangères, mais elles arrivent dans les failles du système et elles essayent de les creuser. Mais sauf que si vous regardez bien quand est-ce que Wagner arrive au Mali, c'est en décembre 2021, là, l'affaire est déjà pliée pour la France. Hein. Donc il arrive... Emmanuel Macron n'a pas encore dit que les troupes françaises allaient partir, mais il a déjà fermé des bases. On est à 2 mois. Hein. Donc, en décembre 2021, on sait que la France va devoir partir du Mali. Donc, on arrive à la fin. Ce n'est pas eux qui ont créé les conditions de l'échec français. Eux, ils sont arrivés après. C'est la même chose au Niger. Ils arrivent après le coup d'État. Une fois que la France avait menacé d'intervenir militairement pour remettre le président déchu au pouvoir. Donc, ils arrivent au moment où la France s'en va. Et ce n'est pas eux qui ont... Alors après, il y a toujours de la propagande, mais bon, encore une fois, la propagande, elle se met aussi sur les failles. Si ça avait été une réussite, on n'aurait pas pu agir de cette manière-là. Vous avez une longue expérience de ces pays. D'après vous, qu'est-ce qui est encore possible pour la France de jouer comme rôle ? Ou est-il encore possible de réparer certaines erreurs ? Ou est-ce que la France est sortie pour de très longues années de cette zone qui lui fut si chère et qui l'avait pour beaucoup où elle garde beaucoup de souvenirs en commun? C'est une question difficile. Moi, je pense qu'en l'état des relations avec ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment eu un manque de diplomatie, il y a eu des invectives, il y a eu des menaces. Donc, en l'état des choses, hein, tant que les présidents actuels de part et d'autre resteront, je pense que ça sera extrêmement difficile pour la France de rester. Après, la France pourra revenir, mais si elle revient, elle reviendra dans un monde qui a complètement changé, où maintenant, tous les pays africains ont le choix de leurs partenaires. Donc maintenant, c'est à la France de se doter d'une vraie vision, d'une vraie stratégie, en disant « je veux renouer avec ces pays, mais qu'est-ce que je peux leur apporter ? Quel partenariat peut-on faire dans un sens... respectueux, gagnant-gagnant, qu'est-ce que la France a comme atout parce que chaque pays arrive, tout le monde est en compétition, donc chaque pays arrive avec ses atouts. La Russie, c'est les céréales, c'est l'armée, c'est ses sociétés militaires privées, c'est enfin son matériel militaire. Les Turcs, c'est l'armement aussi. La Chine, c'est son pouvoir financier pour la création d'infrastructures. Les États du Golfe, c'est aussi leur capacité à investir. Donc, quels vont être les atouts de la France? Alors,
on a énormément. Elle a la langue, elle a l'histoire, même si elle a été parfois tragique. Mais on a des liens très, très forts avec les Africains. On a beaucoup de mariages mixtes, on a énormément de gens en France qui aiment l'Afrique et d'Africains qui aiment aussi la France. Mais ça va prendre du temps. Et il faut vraiment qu'on se dote d'une vraie vision, d'une vraie stratégie qui a manqué depuis un certain temps et un temps certain. Bah écoutez, Leslie Varenne, merci beaucoup pour ces éclairages. Pour le reste, nous aurions pu parler de beaucoup d'autres sujets qui figurent dans votre livre, faire la généalogie de cette situation qui remonte au moins au quinquennat de Nicolas Sarkozy, sur toutes ces erreurs accumulées. Donc merci beaucoup, et je renvoie donc pour le reste à votre livre Emmanuel au Sahel, qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir.